Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette rencontre avec le scénariste Gaëtz qui va nous parler de son album Des animaux et des hommes. J'ai oublié la majuscule à homme, tu me faisais remarquer, Ouais. dans le titre. Donc voilà, c'est homme avec un H majuscule. Pour entrer un peu en douceur dans le sujet, on va regarder la bande-annonce que tu as réalisée sur cet album collectif que tu as initié. Donc tu es un peu quand même le cerveau. Et puis après, on va vraiment entrer dans le détail. Allez, c'est parti. Merci Pierre. Bon visionnage. Alors, Gaëtan, Gaëtz, on te connaît comme scénariste, notamment de la série polar RIP, avec Julien Monnier. Le 5e tome vient de sortir, donc c'est un polar plutôt noir. Et là, on découvre en fait ton passé de soigneur animalier, parce qu'avant d'être auteur, tu t'es surtout préoccupé du bien-être des animaux, avec des valeurs dont tu nous as parlé. Alors, comment, en fait, tu t'es intéressé déjà au bien-être animal? Comment tu as commencé un peu cette carrière de soigneur? Parce que tu as passé un diplôme à Cambridge, enfin, tu as quand même beaucoup bourlingué. En Afrique du Sud aussi, tu nous raconterais ça, mais c'était quoi le déclic, en fait? Ah bah, cette passion, elle commence dès l'enfance en fait. Moi déjà tout petit, je collectionnais les insectes, les amphibiens. Je me baladais en forêt, j'allais au zoo. J'habitais à la campagne en Normandie, donc avec un grand-père agriculteur, éleveur de bovins et de porcins. Enfin, c'était au contact des animaux déjà depuis le plus jeune âge. Par la suite, ça s'est pas fait tout de suite la vocation, hein. J'ai eu plusieurs chemins qui sont allés dans d'autres voies, la médecine, la musique. Je voulais être star du rock au lycée. Et puis après, on s'est orienté vers les animaux. C'est revenu en fait naturellement, sans trop savoir, parce que faute de pouvoir suivre des études de vétérinaire, bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a d'autre comme métier. Et soigneur animalier m'est venu comme ça. Je suis en visitant un zoo. Et j'ai dit, tiens, je vais le tenter, je vais faire un stage. Et puis j'ai mordu dedans. Et pendant 10 ans, je suis resté au contact des animaux. Donc ça s'est fait ainsi. Puis alors après, chemin faisant, bah, on est assez polyvalent dans ce métier. On découvre certaines espèces avec lesquelles on a plus ou moins d'affinité. Puis on développe des voyages, des contacts, des réseaux. Et puis on fait des projets. Et bah, bien sûr, il y a 3 écoles en France de soigneurs. Donc j'ai fait l'une d'elles. Et à Cambridge, je me suis envolé pour faire des études de conservation animale, vraiment. C'est plus du management et mondial pour pouvoir gérer des ONG et des associations partout dans le monde. Et en fait, ça consiste en quoi, être soigneur animalier concrètement?
Eh bien, ça consiste à prendre soin des animaux, comme tu as dit, à s'occuper de leur bien-être. Et le bien-être animal, ça passe quand même 80% du temps par ramasser du caca et nettoyer des enclos, hein. Le reste du temps, ça va être les nourrir, les observer beaucoup, car il n'y a pas la communication avec l'homme. Toutefois, lorsqu'on les connaît bien, on arrive à déceler leur attitude, leurs émotions, l'éthologie, et puis leurs mœurs, ses caractères. Chaque animal a vraiment un caractère propre à lui. On peut connaître 15 rhinocéros, il n'y en a pas deux pareils, hein, comme les humains finalement. Et c'est fascinant, les journées s'enchaînent mais ne se ressemblent pas, et c'est un métier vraiment de passion. Donc voilà, mais soigneur animalier, il ne faut pas se voiler la face, c'est bien beau ce qu'on voit à la télé, ça c'est quand même beaucoup de tâches ingrates, donc il faut vraiment aimer ça. Et tu t'es, on va dire, spécialisé dans le bien-être des rhinocéros. Oui, ça aussi c'est venu naturellement. J'ai commencé avec les éléphants au début, les girafes, et puis bien sûr j'ai touché un peu à tout, les lions, les tigres, les ours, les tapirs, et j'étais vraiment avec le tapir au début. Puis les rhinocéros sont venus à moi progressivement, puis je suis parti en Afrique manager l'ouverture d'un orphelinat pour bébés rhinos, et 1 an et demi là-bas, et à mon retour j'ai eu ce petit bonhomme à m'occuper donc dans le sud de la France, à Sigean, près de Narbonne. Donc ce que vous voyez là en photo, c'est mon lit, au moment où je devais le biberonner, ce rhino, toutes les 2 heures pendant 1 an. Et je suis sûr que vous ne saviez pas qu'il faisait du ballon sauteur, hein, comme vous pouvez voir. Mais c'était une expérience assez incroyable. Et en fait, à partir du moment où on a une fascination pour une espèce, surtout celle-ci qui mérite d'être protégée, pas plus qu'une autre, mais qui avait un besoin à cette époque, donc c'était en 2011 que j'ai commencé, 2010, et en 2013-2014, il y a vraiment eu un grand pic de braconnage. Donc les médias en parlaient peu, mais vu que je m'y intéressais, j'allais piocher des informations, et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, parce qu'il ne reste plus que 6 ans avant que cette espèce soit éteinte. Il reste encore plus beaucoup de temps, hein, mais voilà, donc c'est venu comme ça. On m'a mis des rhinos, je m'en suis occupé. Mais après, c'est vrai que je suis moins fasciné par les oiseaux ou les reptiles, par exemple. C'est moins mon truc. Et le petit orphelin, ça provoquait un déclic en toi, justement? Non, en fait, j'avais déjà fait ça en Afrique avant. J'avais donc cet orphelinat, il récupérait les rhinocéros issus du braconnage, dont les parents avaient été massacrés. Et il fallait subvenir à leurs besoins et jouer un peu le rôle de maman de substitution. Et en revenant en France, du coup, c'est un coup du sort dramatique, puisqu'il avait sa maman, ce petit bonhomme, qui s'appelle Pyros. Quand il était âgé d'1 mois, sa maman a fait ce qu'on pourrait comparer à une rupture d'anévrisme. Et il s'est retrouvé orphelin. Et en France, ça n'avait jamais eu lieu de s'occuper à la main d'un rhinocéros. Lorsqu'on dit s'occuper à la main, c'est-à-dire le biberonner et faire les soins que normalement sa maman lui apporte. Donc il n'y a pas que des biberons qu'on donne, on dort avec lui, il y a le pot contre pot, hein, comme les humains, mais il y a aussi les bains de boue, donc il faut se rouler dans la boue pour lui montrer comment on fait, parce que ça protège sa peau des parasites et du soleil, mais si on lui a jamais montré, eh ben, il ne le sait pas, il a peur. Ça a peur de tout en plus quand c'est petit, surtout un rhinocéros en fait, ça a peur de tout même quand c'est très gros, ça peut faire 3 tonnes, ça reste peureux. On imagine souvent dans la bande dessinée les rhinocéros chargeant les 4x4 ou les touristes, comme on peut voir dans Spirou et Fantasio, mais c'est une image un peu faussée, parce qu'en fait il est complètement miro, il voit rien du tout le rhinocéros, mais il a un bon odorat, une bonne ouïe, et du coup il est toujours surpris, c'est un peu la force tranquille, et du coup quand ça a peur, un peu pâteau qu'il est, il fonce tout droit, donc s'il y a un 4x4, Spirou ou Fantasio, c'est pour eux. Alors la belle histoire, c'est que Pyros, c'est ça tu me dis, ouais. Tu l'as retrouvé, maintenant tu habites Nantes et il est aussi à Nantes. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai déménagé il y a 9 mois à Nantes, et faut savoir que les animaux dans les parcs zoologiques, ils sont pas puisés dans la nature, c'est interdit depuis 1989. On s'est rendu compte très tard finalement, c'est récent, que les animaux étaient une denrée épuisable. Avant on pensait qu'on pouvait en avoir énormément. Maintenant, on s'est rendu compte que les espèces étaient menacées, qu'elles tendaient à disparaître. Du coup, on en a assez dans les parcs zoologiques pour pouvoir les échanger de parc en parc, sans valeur monétaire pour éviter le trafic. Mais c'est dans un but de préserver ces espèces menacées, d'avoir une belle carte génétique et du coup, pas de consanguinité, le moins possible. Et du coup, ce rhinocéros qui est né dans le sud de la France, près de Narbonne, il aurait pu arriver à Prague, il aurait pu arriver à Londres. Il est arrivé à Nantes 8 mois après moi. Donc c'est cool, on s'est retrouvés. Il t'a reconnu? Il suit son papa, ouais. Il m'a reconnu, ouais. Ouais, t'es un peu un père de substitution, quoi. Ouais, exactement. Il a mes yeux, hein, donc. Alors, ce que vous voyez derrière, c'est un mouton de Somalie.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, toutes les 2 heures, jour et nuit, alors j'étais pas tout seul, j'avais 3-4 copains qui m'aidaient, hein, soigneurs aussi, et on se relayait. Il faut savoir que notre vie famille en prend un coup, hein, quand on dort plus avec le rhinocéros que chez nous. Ça passe une fois, 2 fois, 3 fois, mais après, du coup, il a fallu trouver un copain à ce rhinocéros, et donc c'est un mouton qui a pris ce rôle. Et ils étaient inséparables jusqu'à ce que M. Pyros rencontre les femelles. Voilà. Alors, dans Des animaux et des hommes, en fait, tu fais comme un focus sur le bioparc de Douai-la-Fontaine, et donc avec son fondateur Pierre Guerre. Comment tu as découvert ce bioparc et en quoi, pour toi, il se distingue des autres? Alors, je connaissais ce bioparc déjà par sa très bonne réputation. J'avais pu le visiter avant d'aller en Afrique. Et à mon retour d'Afrique, ils m'ont contacté car l'une des soigneurs partait en congé maternité. Et c'était une soigneur rhino. Donc ils se sont dit, bah, tiens, on connaît quelqu'un qui s'occupe des rhinos, peut-être qu'il serait dispo. Et ça tombait bien, je l'étais. Donc j'ai travaillé 8 mois au bioparc de Douai-la-Fontaine. Alors le bioparc de Douai-la-Fontaine, il se situe entre Angers et Saumur. C'est dans le Maine-et-Loire et c'est un super parc. En fait, en plus d'être très beau, il est creusé dans le Falin. Ils ont vraiment reconstruit des biotopes et des écosystèmes proches de ceux que les animaux pourraient avoir dans la nature. Et c'est des enclos d'immersion, c'est-à-dire que le visiteur rentre sur les territoires des animaux, dans des grandes volières gigantesques. Et en plus de ça, c'est un très bon élève. Il faut savoir que dans la conservation animale, ce qu'on appelle conservation animale, c'est la préservation, la reproduction d'espèces, mais c'est aussi subvenir à des associations, des ONG sur le terrain, donc dans leur pays d'origine. Et les animaux que vous voyez en fait en parc sont des ambassadeurs donc, de leurs cousins sauvages. Et quand je dis que c'est un bon élève, c'est que ce bioparc a des très bonnes valeurs éthiques et les met bien en avant, et notamment au travers d'une bande dessinée qu'on a fait ensemble. Et il reverse plus de 300 000 euros chaque année à des ONG et des associations. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque vous prenez un billet pour entrer dans ce parc zoologique, il y a une partie de ce billet qui va servir donc aux impôts, à l'électricité, à l'eau, qui va servir au salaire des employés, qui va servir à nourrir les animaux, mais il y a une partie qui va servir aussi à subvenir aux besoins des associations et des ONG qui, elles, œuvrent tous les jours pour sauver les animaux. Et ce qu'on a regroupé dans cette bande dessinée, en fait, c'est ce travail des hommes, auprès des animaux à l'état sauvage, et donc de 18 associations qui soutiennent, mais ils en soutiennent un peu plus. Ça fera peut-être l'objet d'un tome 2. Mais du coup, il y a plein de façons de faire. Il ne faut pas y aller avec des gros sabots d'Occident qui veulent donner des leçons. Et ça se passe même à côté de chez nous, dans les Pyrénées, en Alsace, tout ça, pour sauver des animaux qui disparaissent également dans notre jardin. Donc il y a 18 façons de faire. J'espère que ça en révélera d'autres, que ça inspirera des gens à avoir d'autres idées pour aider les animaux. Et vraiment, le leitmotiv de cette bande dessinée et de ce parc, c'est que pour pouvoir sauver les animaux, il faut aider les hommes. Il faut subvenir aux besoins des populations locales qui, elles, œuvront elles-mêmes à protéger leur héritage et leur patrimoine. Et quand tu t'es dit, il faut faire un livre sur les animaux et ce parc-là et ses valeurs, c'était quoi le déclic Comme toute bonne idée, ça se situe autour d'une bière. Souvent, on était avec Pierre Guay, le fondateur donc, du bioparc. On discutait de girafes. Il revenait justement d'un voyage au Pérou où il avait assisté à la Coupe du Monde de l'ours. Coupe du Monde de l'ours, vous le verrez dans cette bande dessinée, c'est également un moyen de sensibiliser les gens à protéger les ours plutôt que de les chasser, montrant que c'est plus pérenne pour la conservation et pour le tourisme. Et du coup, il revenait, on parlait de ça, et je dis mais c'est génial la Coupe du Monde de l'ours, ça, c'est un truc, c'est une super idée de faire ça. Et le football étant hyper populaire partout sur la planète, de faire un truc qui touche à la fois le sport et le monde entier et les animaux, c'était une bonne idée. Il me dit mais il y en a d'autres des idées touches, mais il faudrait qu'on fasse un livre un jour comme ça. Il fait mais j'allais te le proposer, vu que tu fais de la BD, que tu es éditeur, tu es scénariste, on peut faire quelque chose. Je fais bouge pas, je connais une bande de super dessinateurs qui sont impliqués également dans l'humanitaire et dans la conservation animale. Je les contacte et voilà. Ça a pris très peu de temps finalement parce que tout le monde a été OK. Le livre est sorti en mars et en fait, tu l'as commencé quand? En mars de cette année? Alors, il est sorti en mars 2022 et on l'a commencé en juin 2021. Donc, ça a été très rapide, sachant qu'il y a 2 mois d'impression. J'ai fait quelques nuits blanches quand même sur la fin. Et donc, tu as toujours gardé un lien avec Pierre Guay et ce bioparc, en fait? Oui, il m'appelle souvent. Et bioparc, j'aime maintenant, j'habite un peu plus près. J'aime m'y balader, flâner, aller voir les soigneurs encore. Même si je suis plus soigneur, ça reste mes consoeurs et confrères.
Et puis j'aime toujours les animaux, qu'ils soient en captivité à l'état sauvage, mais surtout dans des bonnes conditions. Donc ouais, Pierre Gay, on est resté, on est amis hein, maintenant. Et au-delà de ça, il est truffé d'anecdotes. Donc c'est fascinant de l'entendre parler. Et d'ailleurs, c'est même lui l'attraction du bioparc. Hein. Si vous baladez, vous le croiserez dans les allées. Il fait les bruits d'animaux, il les appelle, il vous intercepte pour vous raconter une histoire. C'est un personnage. Hein. Et toi, il t'appelle aussi quand il y a une question sur les rhinos, en fait, t'es un peu la outline rhinocéros ou Non, 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 non. non. Ils ont des très bons soigneurs aussi au sein du parc. Et ce serait un peu malvenu de ma part de prendre leur place. Et comme je disais, c'est propre à l'individu. Moi, je connais mes individus, les rhinos avec lesquels j'ai travaillé, une trentaine. Mais je ne connais pas les individus que eux s'occupent. Surtout que ceux dont je me suis occupé au bioparc n'y sont plus. Et les tempéraments, les mœurs, ça peut changer d'une saison à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc, non, pas du tout. Il ne me contacte pas pour ça. Par contre, il peut me contacter pour me dire t'as vu ce qui s'est passé en Namibie, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ou avoir mon point de vue, ou alors juste communiquer avec moi pour me dire, me transmettre une information. D'ailleurs, j'écris une BD sur les rhinos en ce moment et je sais que je lui en fais part. Une BD documentaire ou Non, un polar sur fond de braconnage aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Et ce sera 150 pages de ce que j'ai pu vivre au quotidien en Afrique du Sud. Mais pas une autobiographie. Hein. J'ai pas vraiment envie de me mettre en scène, mais il y aura une grande inspiration et ce sera vraiment une histoire fictive. Là, sur cette carte, on voit les 18 espèces menacées. C'est ça qui sont représentées au bioparc. Oui, alors il y a je sais plus, 450 espèces au bioparc, dont 80% sont menacées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 70% des espèces qui disparaissent. Il y en a énormément qui sont en voie d'extinction. Alors là, c'est-à-dire que c'est les derniers espoirs. Il y a une courbe du plus menacé au moins menacé, mais il faut faire attention aussi. C'est pas parce qu'il y en a qui sont en voie d'extinction qu'il faut tout miser sur elles. Il faut aussi protéger les autres qui pourraient prendre la place. Le pangolin se porte un peu mieux en ce moment, mais sinon les autres elles sont vraiment menacées. On pense au raie manta, au requin, marteau, à l'éléphant. L'éléphant, c'est dans 10 ans, il n'y en aura plus. C'est 100 000 par an qui disparaissent. Les rhinos, c'est toutes les 6 heures, il y en a un qui est abattu. Mais il y a des espèces comme le condor des Andes qui avait complètement failli disparaître. Ou même d'autres comme le cheval de Przewalski ou le cerf du Père David ou encore même les biches chauves dans nos Pyrénées, qui restaient plus que 2-3 individus. Et c'est grâce aux travaux des zoos, de réintroduction des espèces, de reproduction au sein d'un parc pour pouvoir après les réintroduire à l'état sauvage, et de sensibilisation des populations locales en leur permettant une alternative au braconnage, à la chasse ou à juste des fois c'est juste la compétition pour le territoire. Donc ça a permis à ces espèces de proliférer et de pouvoir survivre. Donc ça, c'est intéressant. Et donc là, les 18 espèces, c'est vraiment 18 espèces ambassadrices et qui font partie de 18 projets différents. C'est vraiment ça. 18 façons de sauver les animaux. Mais c'est pas parce que on va dire, par exemple, je regarde un peu ce que j'ai. Le tigre de Sumatra, par exemple, on soutient des professeurs d'école au sein des forêts d'Indonésie, mais on fait ça également au Mexique, on fait ça également au Kenya. C'est pas parce qu'on l'a ciblé en Indonésie que c'est que là-bas qu'on fait comme ça. Ça peut être pour d'autres espèces dans d'autres pays. La carte, c'est vraiment pour montrer que c'est un tour du monde et qu'il n'y a pas qu'en France qu'on sauve les animaux, il y a partout dans le monde. Et nous, le but, c'est que les pays riches occidentaux qui ont des sous, qui ont des zoos, doivent aider les pays un peu plus pauvres qui, eux, ont des animaux. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les deux doivent s'aider parce que pour pousser le truc un peu plus loin, il faut savoir que là, on a pillé tout ce qu'il y avait en Afrique, tout ce qu'il y avait dans ces pays. Et il ne reste plus que les animaux pour le tourisme, pour les safaris. Le jour où il n'y aura plus ça, ça sera des marées migratoires qui viendront en Europe chercher du travail, mais de l'eau aussi, ou des choses qu'ils n'ont plus chez eux. Donc il faut les aider aussi pour qu'ils puissent subvenir, trouver du travail, trouver de l'eau, une éducation, de l'hygiène. Et tout ça, c'est également en protégeant leurs ressources et leur patrimoine. Tout à l'heure, tu en as touché un peu un mot. En fait, c'est le leitmotiv du livre, c'est pour sauver les animaux, il faut aider les hommes.
Tu peux développer justement là, Eh ben, c'est ça en fait. C'est très compliqué de dire à quelqu'un protège les rhinocéros quand un braconnier va dire bah, moi je te file 2000 euros si tu me tues un rhinocéros. 2000 euros, ça peut subvenir à une famille de 10 personnes pendant un an. Bah, le choix il est vite fait entre quelqu'un qui dit ouais bah, t'es gentil mais moi le rhinocéros j'ai rien pour boire, j'ai rien pour manger, j'ai pas d'école pour mes enfants, j'ai même pas de toit. J'ai besoin de cet argent, donc qu'est-ce que tu me proposes en échange? Et bah nous, on te propose d'avoir un rhinocéros à observer tous les jours. Je m'en fous du rhinocéros finalement. Et on peut le comprendre. C'est d'abord la survie des hommes qui est en jeu, sa propre survie, sa famille, ses besoins. Donc c'est vraiment ça, le bouquin, c'est montrer comment on peut aider il faut aider les hommes. Enfin, quand je dis les hommes, les humains en général, avant tout, parce que c'est eux qui vont protéger eux-mêmes les animaux. Et si on protège les animaux, qu'on réintroduit des animaux, mais qu'à côté, ben, on n'offre pas une alternative, si la panthère des neiges continue de manger les cheptels en Mongolie, et que nous, on réintroduit les panthères de neige, bon, ben, ils ne vont pas être contents, parce qu'ils vont continuer de les empoisonner ou de les tuer. Surtout qu'en plus, un pelage, ben, ça peut apporter un peu d'argent. Donc non, on va plutôt préconiser l'artisanat, leur offrir des constructions d'écoles, construction de maisons, renforcement aussi de clôtures pour leur cheptel, protection, et puis les faire participer également à la conservation, en leur expliquant ce que c'est. Lorsque je vivais en Afrique du Sud, je me baladais dans les villages du KwaZulu-Natal et du Zululand. La plupart des enfants là-bas n'ont jamais vu d'éléphants, de zèbres, de girafes, alors qu'ils sont à 100 mètres de la clôture. C'est réservé à l'élite riche occidentale, donc, ou aux très faibles personnes qui ont pu trouver du travail au sein de cette réserve. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on y allait, nous aussi, on prenait des pick-up entiers de gamins, on les emmenait dans la brousse voir des éléphants, puis après on allait en classe leur expliquer, déjà pour l'émotion. Les animaux, c'est ce qui nous fascine tous, c'est grandiose, c'est beau, c'est fascinant, il y a encore plein de mystères et de secrets, et c'est ça qui est merveilleux. En fait. Donc il faut l'offrir, ce partage en fait, d'émotions. Comment tu as choisi la forme du livre, alors qui alterne bande dessinée, finalement un peu reportage, rédactionnel, dessin, photo, tout est un peu mélangé? Et ben, en fait, aux éditions Petit à Petit, c'est vraiment la ligne éditoriale, le docu-BD. On aime émouvoir, inspirer. C'est un moteur en fait, d'apprentissage. Ça reste tout public. Donc c'est pour pas que ce soit trop lourd comme les animaux pour les nuls, par exemple, bah, ça mélange des parties BD, certains vont lire les deux, certains d'autres, et en fait c'est complémentaire. Là c'est vraiment des petites anecdotes qui vont être ajoutées à un petit documentaire qui va en plus. Donc chez Petit à Petit on fait ça pour les villes, l'histoire des villes, on fait ça pour l'histoire du rock, l'histoire de la poésie, l'histoire du sport. On a une collection entière, et je vous invite à venir nous voir là sur notre stand. On a plein d'ouvrages avec des auteurs passionnants qui pourront partager leur passion également. Il y en a qui aiment plus le sport, d'autres plus la musique, d'autres plus les animaux. Mais tous aiment la BD, et du coup, bah, c'est vraiment une ligne éditoriale qu'on a. Voilà, c'est inspirant. Alors, tu parlais de la bande que tu avais un peu agglomérée autour du projet. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé assez facilement en fait. Donc il y a Franck P qui signe la couverture. Oui, Franck P a fait la couverture. Moi, depuis gamin, je suis fan de Franck P, du travail de Franck P avec Zoo notamment. Et moi, c'était un véritable coup de cœur s'il a accepté. Et c'est Olivier Martin, qui est un des dessinateurs notamment de la bande dessinée, qui m'a donné son contact. Je l'ai appelé, il a décroché tout de suite. Il attendait apparemment mon appel et il a dit oui tout de suite. Il est fan d'animaux. Il crée un zoo aussi, je crois, notamment en Belgique. Et il a dit, écoute, j'ai un projet. Il était sur la bête chez Dupuis. Et il m'a dit, je te fais au moins la couverture, je veux être dedans. Donc c'est venu tout seul. Je lui ai laissé carte blanche. Je lui ai dit, voilà les espèces qui vont être traitées dans l'album. Ça va s'appeler Les animaux et des hommes. Vas-y, amuse-toi. C'est le but dans cet ouvrage, c'était vraiment aussi on est des passionnés, on se laisse aller. Même moi, au niveau du scénario, j'étais assez souple. Je faisais un découpage par écrit à Goscinny, je donnais des informations, des photos, parce qu'on travaillait avec toutes les ONG et les associations qui, elles, nous envoyaient des photos et des documents. Après, je leur laissais aussi pas mal d'inspiration, parce que certains, comme Joël Alexandra,
que vous pourrez retrouver sur le stand petit à petit demain en dédicace notamment, est un aventurier et un voyageur. Il a fait énormément de BD sur le voyage et en carnet de voyage, mais aussi en bande dessinée. Il connaissait l'Algérie, il connaissait le Djibouti. Il y avait deux espèces à protéger là-bas. C'était naturel que ce soit lui qui les fasse. Et il connaissait même mieux la typographie des lieux que moi. Donc c'était fascinant. Madagascar, là qu'on peut voir, l'eau c'est la vie. C'est Geneviève Marot qui a vécu à Madagascar, qui connaissait justement la forêt protégée par l'association Anton Gilles dont on parle dans cette bande dessinée. Donc elle a dit oui tout de suite. C'était même... faut savoir qu'il n'y a pas tant de bandes dessinées que ça sur les animaux hein, quand on se balade dans une librairie. Et surtout très peu sans anthropomorphisme. Alors des animaux comme Black Sad, tout ça on en a, mais... des animaux vraiment dans leur état naturel avec les missions qui les concernent, c'est assez rare. Et là, tout le monde était content et de pouvoir enfin avoir ce genre de proposition. Et donc, ça s'est fait très vite. Alors, il y a aussi Alexandre Daniel qui, lui, avait fait des études là-dessus et avait voyagé et travaille notamment avec Nicolas Vanier en ce moment. Donc, Nicolas Vanier, Vincent Meunier, pardon. La Panthère des Neiges, ça allait directement. Il y a Olivier Martin qui a fait deux, trois ouvrages sur les animaux. Il y a, j'oublie, Titoine, qui était un passionné de carnet de voyage, mais lui qui faisait il suivait surtout des faits divers, des ouvrages sur la police scientifique, la brigade des mineurs et des tribunaux. Il s'est dit, mais j'aimerais bien un jour mettre mon coup de pinceau sur une histoire. Et c'est venu comme ça. Donc voilà, donc là vous avez Joël Alessandra, par exemple. Je ne sais plus dans quel coin du globe il était. Mais il dessine toujours en vacances. Et pareil pour toutes les personnes. Simon Hureau, j'ai oublié Simon Hureau aussi, qui avait fait un ouvrage chez Dargaud qui s'appelait L'Oasis, qui était magnifique, je vous recommande aussi, qui est tout le travail qu'il a fait de conception de son jardin, mais le plus naturel possible, en voulant protéger les espèces de son jardin, que ce soit du hérisson, de l'oiseau, du papillon, et toutes les découvertes et l'apprentissage qu'il a fait ainsi. C'est un super bouquin. Donc voilà, donc je l'ai contacté aussi et en fait tout ce petit monde était assez volontaire et enthousiaste pour pouvoir faire cette BD. Alors on s'est retrouvé avec un petit groupe, 4 des auteurs plus Pierre Gay, donc au Bioparc. On a passé une journée fantastique à découvrir les animaux du Bioparc, à dessiner les vautours, dessiner les ours, les okapis et puis à échanger autour de Pierre Gay. Donc voilà, puis après chacun a pris ses petits pinceaux. Alors ils font tous du carnet de voyage, donc c'est vraiment un ouvrage qui est traditionnel. Tout est à l'aquarelle, ancrage, aquarelle, il n'y a pas d'informatique du tout. Et cette petite communauté s'est formée naturellement parce que tu avais déjà parlé avec eux de bien-être animal. C'est un sujet que tu abordes souvent en festival BD par exemple. Ouais, souvent, on ne connaît pas beaucoup de soigneurs rhino en festival BD, donc ça intrigue. Et il suffit qu'à table, quelqu'un blague là-dessus et on se tourne vers moi, mais on ne me croit pas au début. Puis petit à petit, on en parle, surtout ceux qui sont intéressés. Joël, on avait travaillé déjà plusieurs fois ensemble dans d'autres ouvrages collectifs, sur les Beatles, sur Nirvana, sur Bob Marley. Et du coup, je savais qu'il avait été au Congo, que là, on peut le voir notamment en Afrique. L'Afrique revient souvent dans nos discussions entre Joël et moi, donc là c'était évident que j'allais le contacter. Olivier, on s'était déjà croisés et je lui avais déjà parlé d'un projet sur les rhinocéros il y a cela peut-être 5-6 ans et il ne l'avait pas oublié, donc quand je l'ai appelé il a dit bah oui je t'attendais. Et les autres par contre non, je les ai contactés au culot. J'ai chopé leur numéro alors, sur les réseaux sociaux ou via leur éditeur et tout de suite ils ont répondu présent. Voilà, c'est vrai qu'on adore le Spirou Fantasio de Franquin, mais souvent, comme tu disais, dans la BD franco-belge, l'animal, c'est un peu le faire-valoir comique. Bon, après, il y a encore pire dans Tintin au Congo. Mais tu déplores justement un peu cette image très peu réaliste des animaux dans la bande dessinée, finalement, qui est utilisée un peu comme... Ah non, pas forcément. Je trouve que faut avoir les deux. C'est encore une fois, c'est de l'émotion qu'on peut... Si ça sert la bande dessinée et l'histoire, oui. C'est intéressant. Moi, je suis un grand fan de Black Sad. Hein. Je crois qu'il n'y a que moi, d'ailleurs. Et c'est génial. Mais les animaux, ouais, non, c'était rare de les avoir vraiment en marchant à 4 pattes, comment ils se reproduisent, et c'est ça qui m'intéressait vraiment. Mais je sors un autre ouvrage l'année prochaine chez Petit à Petit qui s'appellera Le Guide des parcs animaliers. Donc là, on va prendre 30 parcs avec 30 dessinateurs différents.
Les trois quarts sont sur ce salon aujourd'hui. Hein. Et ça va être, chacun va présenter un des métiers, une des missions et des rôles d'un parc bon élève du territoire français. Donc vous aurez Beauval, Thoiry, Douai, Sigean, Le Pal, enfin un peu partout. Et non, après, j'ai oublié la question, je vais passer à autre chose, je crois. Non, mais les clichés sur les animaux dans ah oui, dans les la clichés bande sur les dessinée. animaux. Non, moi, des fois, c'est normal d'avoir des clichés, mais même nous, dans le quotidien du métier de soigneur, moi, je travaille tout seul avec eux et je parle en permanence, je leur parle à eux. Et c'est hyper important de communiquer avec les animaux, comme on parle avec son chien ou son chat. Ben, que ce soit un rhinocéros, un éléphant ou une antilope, et ben, elle écoute et elle s'habitue à notre voix. Et même s'ils ne comprennent pas forcément tous les mots, il y a certains qui comprennent très facilement. La babale, la gamelle, tout ça, ils comprennent. Mais ils retiennent l'intonation. Ils savent très bien déceler l'émotion. D'ailleurs, quand on est malade ou pas bien, le chien il vient souvent nous voir. Ben, un rhinocéros fait la même chose. Hein. Il sent très bien lorsqu'on est content, lorsqu'on n'est pas content. Et lorsqu'on est un peu triste ou contrarié, il le sent également. Donc, et comme lui va prendre confiance, finalement, le soigneur, c'est vraiment son meilleur ami. Hein. C'est celui qui le nourrit et c'est celui qui vient l'aider quand il ne va pas bien. Son ennemi juré, c'est le vétérinaire. Il les déteste. Il y a eu beaucoup de déplacements en fait pour ce livre. Là, on voyait une photo d'un dessinateur qui était justement in situ, mais vous êtes un peu voyagé ou malheureusement c'était pas trop possible. Malheureusement non, car en plus c'était en pleine période Covid, on en sortait tout juste. Après c'est des dessinateurs qui voyagent en général de leur plein gré. Non, on n'a pas eu de voyage suite à ce. Mais on va en parler à Pierre Gay quand même, qui nous réunissent à Madagascar ou au Népal, ça pourrait être sympa. Mais non, pour l'instant non, il n'y en a pas eu. Après, on voyage tous. Je sais que Joël était encore en Thaïlande il n'y a pas très longtemps. Moi, je pars en Afrique du Sud le mois prochain. Geneviève doit partir à Madagascar. Enfin, mais par contre, du coup, grâce à un ouvrage comme ça, j'espère qu'il y a des éditeurs qui vont peut-être leur proposer d'autres ouvrages sur les animaux, voyant leur talent. Mais en tout cas, moi, je les garde sous le coude quand même. Et Pierre Gay, son rôle, quel était son rôle dans ce livre? Il était un peu, je sais pas, conseiller scientifique ou c'était On l'a écrit à quatre mains pour la partie documentaire et scénario. C'est-à-dire qu'on a passé 2-3 journées, lui et moi, tous les deux, un dictaphone, un carnet, un crayon, et à écouter un peu ses anecdotes. Je lui posais des questions. J'essayais de vraiment comprendre. Par exemple, la planche qu'on voit là sur les condors des Andes, c'est toute la culture locale de la cordillère par rapport aux condors. Et lui, il a pu assister à des cérémonies justement de relâcher de condors, avec toutes ces cérémonies avec les moines et les musiques. Et c'était fascinant parce que moi, je connaissais rien du tout concernant cette culture. Et ça me plaisait d'apprendre en plus. Donc c'était vraiment des échanges, sachant que la difficulté, c'est que c'est des petites BD de 3-5 pages. Donc quand on est scénariste, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et c'est pour ça que le documentaire, après, vient compléter donc cette petite anecdote. Mais il fallait quand même toucher les lecteurs. Quand il y a plusieurs chapitres, j'essaie toujours de trouver un arc narratif différent. Donc avec Pierre, c'était vraiment de l'échange, c'était vraiment du travail d'anecdotes. Il me contait ses aventures, je les couchais sur le papier, il me relisait, je le corrigeais, j'envoyais au dessinateur, on avait les storyboards qu'on corrigeait ensemble. Une BD, ça se fait par la communication, beaucoup d'échanges. Il faut vraiment bien s'entendre avec son dessinateur. Donc quand on est 10 autour d'une BD, il faut vraiment bien tous s'entendre et il faut savoir communiquer. Et là, quand on est des passionnés, ça roule tout seul. Ça, c'est mon bureau. Voilà. Donc il y a différents petits trucs. C'est un chemin de fer que vous pouvez voir devant l'ordinateur. C'est une petite mise en scène. Il y a des timbres, des billets. Il y a des chocolats de Washu qui est fait en Équateur pour sauver les attelles, les singes araignées de l'Équateur. Le dessin, c'est fait sur une feuille de cacao au Congo. Enfin, il y a tous ces petits objets qui viennent des pays qu'on décrit dans le bouquin sont mis dans les pages documentaires. Ça, c'est toute une mise en page que j'ai fait avec Serge Carpentier, qui est le maquettiste de la bande dessinée. On a tous les deux retravaillé pour mettre des petits objets locaux qui touchent les animaux, mais qui sont aussi des pays cités. Et rechercher des timbres, des tampons, des visas, tout un travail d'orfèvre. C'était sympa, c'était intéressant aussi.
Alors toi qui connais plus que la moyenne les animaux, est-ce qu'il y a quand même une espèce que tu as un peu découverte en faisant ce livre, que tu connaissais moins? Ouais, en plus, vu qu'elles sont toutes au bioparc, j'ai travaillé avec toutes ces espèces. Non, pas plus que ça. Par contre, j'ai découvert des peuples, des populations locales, leur travail, mais surtout des cultures. Et ça, c'est intéressant. Au travers des animaux, on peut apprendre beaucoup des cultures humaines au travers le monde. Et on ne peut pas voyager tous les jours au travers le monde. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans ce genre de BD. Et puis ça peut donner des envies de voyage. Moi, je suis jamais allé en Asie. Et le Népal, ça me plairait bien maintenant d'y aller. Mais même juste sur l'histoire des ibis en Andalousie, c'est plus près de chez nous, mais c'est hyper passionnant de découvrir un peu ce travail qui est fait. Ah, j'ai découvert le Somaliland. Je connaissais la Somalie, mais l'État proclamé du Somaliland, non, je n'avais pas vraiment de connaissances. Donc je me suis documenté, j'ai regardé pas mal de reportages et j'ai échangé avec la responsable donc, de l'association de conservation des guépards qui travaille en Namibie et en Somalie. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, c'est des rencontres aussi. Afeda Benamar, qui gère la réserve de Temfen en Algérie. On a discuté beaucoup sur Facebook pour que je sois sûr de ne pas faire une boulette dans mes écrits, mais également pour l'écouter parce qu'elle me parlait de son quotidien. Parce que c'est très dur quand même quand on fait des métiers, quand on travaille avec les animaux, ils ne nous parlent pas. Quand on travaille sur une BD, on est tout seul dans son salon ou dans son bureau. Finalement, heureusement qu'on peut échanger sur des projets et nos passions. Ça nous permet d'avancer et de continuer. Quel public tu vises en fait avec cette BD? C'est un public familial et aussi spécialement les enfants? Est-ce que tu penses que c'est les nouvelles générations qu'il faut sensibiliser le plus tôt possible? Oui, c'est l'espoir, les enfants. Nous, c'est un peu trop tard. Mais par contre, c'est à nous de les sensibiliser, oui. C'est familial, c'est tout public. Les amateurs d'animaux comme les spécialistes s'y retrouveront. Je pense que ceux qui n'aiment pas forcément la bande dessinée vont s'y retrouver également parce qu'il y a beaucoup de documentaires comme dans un magazine. Ceux qui n'aiment pas les magazines vont s'y retrouver parce qu'il y a de la bande dessinée. Les petits, les grands, je pense que c'est un livre qui peut se lire aussi en famille. Si vous avez des tout petits en bas âge, c'est marrant toujours de le raconter. Puis il y a des animaux, ça fascine. Il y a un truc qui est assez génial, c'est pareil quand on travaille dans un zoo, on se rend compte souvent que c'est les enfants qui apprennent des choses à leurs parents concernant les animaux. Parce qu'ils baignent dedans, ils lisent des livres, ils jouent, ils regardent des documentaires là-dessus. C'est indémodable. Les animaux, ça reste indémodable. Moi, je suis un grand enfant encore, hein, et je reste fasciné devant un documentaire sur les animaux, que ce soit une fourmi ou un percnoptère. C'est toujours fascinant. Et je pense que l'échange aussi entre les générations est importante. Quand j'étais petit, moi j'avais mon grand-père, il collectionnait les timbres en Belgique et il me filait tous ceux sur les animaux. Et lui, du coup, il était en quête toujours de nouveaux timbres animaliers pour pouvoir me les offrir. Et du coup, il apprenait des animaux. Parce que moi, je lui racontais, ça, ce que tu m'as donné, c'est tel oiseau, c'est tel insecte. Et c'est comme ça aussi qu'on grandit. Tu as fait des rencontres justement avec des scolaires. C'était quoi leur impression, ce qui les étonnait le plus ou ce qui les touchait le plus dans ta démarche, ton discours? Je pense que c'est mon travail, notamment avec le rhinocéros. Quand je sors de classe, après, ils veulent tous faire ce métier-là. Mais il y a beaucoup de questions. Moi, je suis toujours surpris aussi du questionnement que les enfants peuvent avoir par rapport à tel ou tel, plus à l'anatomie et à la physiologie. Avec les enfants, on parle beaucoup de la physiologie, des mœurs des animaux, mais savoir pourquoi la chienne qu'ils ont chez eux, elle a fait si petit, alors que nous, les humains, on n'en fait qu'un, et comment elle fait après pour savoir lequel est lequel. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Ils comparent, c'est hyper important aussi au niveau des tailles, des poids. Là, je fais un bouquin sur les dinosaures au Lombard. Je sais que dire que la mâchoire du T-Rex elle est 3 fois plus puissante que celle d'un lion, il faut qu'ils comparent. Il faut qu'ils aient un élément comparateur. Et c'est pareil qu'un rhino. Un rhino, c'est le poids de 4 voitures. C'est ton chien, tu vois, par rapport à un tigre, c'est 2 fois un Saint-Bernard. Enfin, c'est aussi ça qui est intéressant. Et par contre, des fois, ils peuvent nous surprendre. L'autre jour, j'étais en intervention scolaire et il y a quelqu'un qui m'a parlé d'hermaphrodisme et de parthénogenèse. Vous savez ce que c'est ici?
la parthénogenèse. Voilà. Et le gamin, il m'a sidéré en me parlant de ça. C'est les varans, par exemple, ou les dragons de Komodo. Ils n'ont pas besoin de s'accoupler. Ils peuvent changer de sexe et s'auto-féconder. C'est dingue quand même. Mais ça, pour la survie de l'espèce, c'est pas mal, hein, cela dit. Mais il avait entendu ça sur National Geographic, sur Arte ou sur un documentaire. Et je trouve qu'il avait retenu déjà ce mot qui est hyper compliqué. Mais me le ressortir, j'étais sur le cul. Alors on a vu tout à l'heure la bande-annonce. Mais c'est vrai que là, tu as pu, avec les dessinateurs, faire une BD documentaire que tu n'aurais pas pu faire avec une caméra. C'est aussi un peu la force de la BD. Vous étiez en plein confinement, donc les voyages qui étaient... c'est là aussi où tu apprécies d'être scénariste de bande dessinée, parce que ça permet de faire un peu tout. Oui, puis autant qu'il est intéressant de se balader en forêt, de voyager ou d'aller dans un parc animalier et d'observer, c'est de se détacher aussi des écrans. C'est important, la BD, le livre. On a encore de la chance d'avoir du papier et des livres. Et je pense qu'on retient tout aussi bien sur un livre lorsqu'on raconte une histoire à un gamin ou on l'emmène en forêt ramasser des limaces, des champignons, des insectes. Faire un élevage de têtards chez soi et voir les têtards avoir des pattes d'un seul coup, devenir une grenouille. Tout ça, on retient mieux parce qu'on les fait participer activement plutôt que de les foutre dans un canapé devant un écran. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Et je pense que ouais, pour le développement, c'est important. Et puis pour pouvoir fasciner, tout simplement, il faut les faire participer. Tu parlais d'un deuxième tome, c'est celui le Tour de France des zoos, c'est ça dont tu parlais ou non, ça c'est un autre ouvrage. C'est un autre ouvrage. Non, ouais. Non, si on doit faire un deuxième tome, à la fin de cette bande dessinée, on parle des futurs projets. Pierre Gay a encore plein d'idées et plein d'idées d'assaut à aider. Et je pense qu'il veut parler de la loutre géante, des flamants roses, des tortues radiées, mais également des chauves-souris chez nous, car les chauves-souris, elles sont en voie de disparition et elles sont hyper importantes pour les moustiques, déjà, parce que ça en bouffe énormément. Mais nos chats, nos pesticides, nos éoliennes, nos volets roulants, ça tue des chauves-souris et elles disparaissent, certaines espèces. Donc rien que ça, mais aussi sensibiliser par rapport au braconnage des oiseaux, en partenariat avec la LPO notamment, le braconnage des ortolans, des tourterelles. Mais voilà, donc on a déjà évoqué d'autres pistes, d'autres assos à aider et d'autres animaux à aider, et ainsi d'autres hommes. Ce qui est bien aussi, c'est notre idée principale aussi avec Pierre, et on s'est tous rejoints même avec les dessinateurs là-dessus, c'est qu'on a assez de choses anxiogènes au quotidien. Là, on fait vraiment que du positif. On montre ce qui se fait de bien, ce que l'homme est capable de faire de bien dans la nature et pour aider son prochain et aider les animaux. Donc c'est vraiment que du positif, pour des valeurs à montrer qui sont positives. Donc on parle de la menace vite fait, mais après on montre surtout les résultats et ils sont encourageants et on espère que ça va continuer dans ce sens-là, parce que moi le but c'est qu'un jour on n'ait plus besoin de faire ce genre de BD parce que tout ira bien. Et alors, tu viens de sortir ce livre donc au printemps. Tu nous parlais d'un projet chez Dupuis sur le trafic d'ivoire, c'est ça? Oui, de cornes, de rhino. Ouais. Donc c'est maintenant un sujet que tu vas traiter de plus en plus en tant qu'auteur. Oui, alors je ne vais pas m'enfermer dedans non plus. Non, bien sûr. Mais différents publics, différentes idées. Chez Dupuis, ça va vraiment être un polar. Une fiction sur fond de braconnage, ça se passera en Afrique du Sud. On y retrouvera la culture zoulou, les habitudes culturelles, alimentaires, musicales. Mais en plus de ça, il y aura vraiment derrière cette horreur en fait du massacre de la corne de rhino, parce qu'en fait c'est une machinerie énorme qui est mondiale. Il y a de la mafia, il y a de la corruption, il y a de la politique, il y a des députés qui usent de leur immunité diplomatique pour passer des frontières, il y a du terrorisme. Faut savoir que dans certains pays, c'est ce qui finance le terrorisme. Toutes les troupes de Boko Haram, c'est avec l'ivoire des éléphants. Il y a beaucoup de choses qui vont là-dessus. Donc là, en ce moment, j'échange beaucoup avec Interpol, avec des assos comme Wildlife Angel, tout ça. Mais on va vraiment traiter un sujet sociopolitique
sur fond de braconnage. Donc ça va être adulte. Hein. Donc voilà. Non, après les autres projets sur les animaux, oui, il y en aura, mais il y aura aussi d'autres projets sur. Parce que tu en as cité plusieurs lors de cette rencontre. C'est ça, voilà. Quand même. Et donc ce polar, ça sera quand même aussi pour sensibiliser, alors, par la fiction, mais avec beaucoup de documentation en fait. Ouais, il y aura énormément de documents. On part notamment 2 semaines avec le dessinateur le mois prochain pour pouvoir s'immerger dans le bush et être au plus près de ce qui, du bruit, de l'odeur, des goûts. Et puis lui, il faut qu'il le vive aussi. Donc ça va pas être un voyage touristique que je suis en train de lui préparer, mais on va vraiment aller au cœur du problème. C'est ce que je veux qu'il voit, parce que ça sera vachement mieux retranscrit lorsqu'on voit un rhino décorné, on s'en souvient à vie. Et moi, je vais savoir en parler, mais je veux vraiment qu'il imagine, enfin pas qu'il imagine, mais je vais pas lui montrer ça, mais qu'il voit bien un peu le souci au contact des professionnels sur le terrain. Combien de temps vous partez? 2 semaines. Ça suffira Oui. C'est son premier voyage en plus, alors oui. Tu peux nous dire qui va le dessiner d'ailleurs? C'est Sylvain Bauduré. Voilà, ça sera son 2e ouvrage. Il a fait un ouvrage anthropomorphique sur des animaux, notamment chez Delcourt, qui s'appelait Voltaire et Newton. Et là, on va vraiment faire un truc qui ne sera pas anthropomorphique, mais qui sera... Il y aura des valeurs humaines, ou il n'y en aura pas aussi, parce que le braconnage, ça en manque un peu. Mais c'est encore un problème d'humain et d'éducation et le problème, c'est encore l'appât du gain et la spéculation sur la corne du rhino. La corne du rhino, c'est fait de kératine, c'est comme vos ongles et vos cheveux. Ça n'a aucune propriété aphrodisiaque ou médicinale. Donc, c'est juste un produit sur un marché noir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Gaëtz? Je crois que c'est le moment. N'hésitez pas. Petite question? Non? Rien du tout? Si. Voilà. Ah. Attendez, juste, tu pouvais attendre. Je peux parler comme ça? Je ne sais pas, vous m'entendez? Moi, oui, mais je ne sais pas si... Faut pas être timide, prends le micro. Pour la boîte, alors. À partir de quand tu t'es dit que tu allais scénariser, que tu allais rentrer dans cette démarche-là dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait? C'est les animaux? C'est autre chose? Pour la bande dessinée, devenir scénariste? Ouais. En fait, je faisais de la bande dessinée déjà avant de travailler avec les animaux. J'avais fait des études de médecine et faute de pouvoir les suivre, je suis parti au Canada. Là-bas, je faisais du piano et je faisais plein de petits boulots. Puis ça payait pas, je suis revenu, je me cherchais un peu, comme tout jeune. Et puis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir changer de métier quand on veut. On a des formations, on a des aides et puis on n'est plus bloqué. Du coup, j'étais barman à Lyon, puis je partais en voyage avec des copains et je crois que je cassais les pieds un peu à tout le monde avec les animaux dès qu'on en croisait un. Et ils me font, mais il faut que tu t'orientes là-dedans. Et moi, je faisais de la bande dessinée, mais je faisais des ouvrages collectifs chez Petit à Petit, mais pas eu de gros succès. Et du coup, au bout d'un moment, quand on n'a pas trop de succès, on tourne un peu en rond, puis je me cherchais encore. Et un jour, comme je disais, je suis allé faire un stage, j'étais en mission locale, j'ai eu un papier qui m'a permis d'être un mois dans un parc qui était à Mâcon, enfin près de Mâcon, à Romanèche-Thorens, Tour au Parc. Et ils m'ont proposé de m'embaucher. Je leur ai dit non, que je voulais passer le diplôme pour être sûr de pouvoir travailler ailleurs après. Donc je suis parti un an en alternance avec eux, donc en contrat pro, et dans une école qui est dans le Lot, à Gramat. Et j'avais un peu abandonné la bande dessinée. Et donc j'en faisais un petit peu, mais pendant, on va dire, 6-7 ans, j'ai pas fait une sortie bande dessinée. Et en Afrique du Sud, j'avais cette histoire de RIP, dont on parlait au début, qui est un polar, qui me trottait en tête. Et quand je suis revenu, parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Sud, il y a énormément de bonnes choses positives qui me sont arrivées, mais il y a aussi eu des moments un peu durs, notamment suite au braconnage, puisque mon orphelinat a été attaqué et n'existe plus. Donc j'ai sauvé un peu mes miches et je me suis enfui. Donc fallait raconter ça, mais surtout fallait trouver une occupation. Et là je me suis dit tiens, je vais me remettre, je vais écrire cette histoire qui me tient à cœur et qui n'a rien à voir avec ce que je vivais. Et puis ça a fait RIP, puis RIP ça a marché. Du coup après ça donne envie de continuer. Et puis je faisais pendant je sais pas 4-5 ans, je faisais ça en même temps. C'est-à-dire que la journée j'étais avec les animaux de 7h à 7h et le soir quand j'avais pas un biberon à donner, j'allais écrire, puis j'allais faire mes courses, mon linge, j'avais plus de vie. Donc depuis 2 ans, je vis que de la bande dessinée, et c'est cool, c'est cool quand même, mais ça m'empêche pas d'aller voir les animaux et de voyager. Tu nous régales bien, en tout cas.
Je quoi? Tu nous ré... Ouais, bah merci. Une autre question? Jusqu'à quel âge ça peut vivre les rhinocéros? Ah, c'est une bonne question. Ça vit, allez, une quarantaine d'années. Mais il y en a des fois en parc qui ont pu vivre très longtemps. J'ai connu un rhinocéros qui a vécu jusqu'à 48 ans. C'était une vieille dame. Elle s'appelait Gabi. Et non, et sinon, Pyros, le petit bébé que tu as vu tout à l'heure, il a 6 ans maintenant. Mais 6 ans, il fait 2 tonnes et demie. Hein. C'est un gros, il a bien mangé à la cantine. Hein. Très gros rhino. Alors ça, c'est un phacochère. Ouais. Ça, c'est un springbok. Alors ce springbok-là, il avait la patte cassée. En fait, c'est très fin, c'est très léger. Et vu qu'il avait la patte cassée, il pouvait pas. C'est un grand groupe, les springboks, ils étaient une centaine. Et ben, sa maman, elle en avait déjà d'autres. Et puis des fois, il était bousculé dans tous les sens. Donc pour qu'il puisse bien se remettre, ben, on l'a isolé. Mais du coup, plus de maman pour téter. Et du coup, petit biberon. Par rapport au rhino, le rhino, c'est 8 litres, hein, le biberon, hein, à la fin. Donc c'était autre chose. C'est des photos d'Afrique du Sud, en fait? Non, ça c'est en France, tout ça. C'est dans le sud de la France, à la réserve africaine de Sijan. Donc là, Pyros, il a un an, sûrement. Peut-être un peu moins d'un an, là. Et on voit déjà la corne qui pousse sur le devant par rapport à d'autres photos. Mais alors, autant le rhino, on venait sur place pour dormir avec lui et travailler avec lui, autant le springbok, ça nous est déjà arrivé de l'emmener dans une varicannelle et à la maison. Ça fait des petites crottes partout dans le salon, mais ça amuse les enfants, donc c'est toujours ça. Donc il t'a reconnu quand tu es allé le voir? Ah là, ouais, bah alors c'est assez... C'était assez touchant parce que c'est le parc de Planète Sauvage près de Nantes qui l'a à présent avec son petit frère Ringo. Et lorsque j'y suis allé, bon, bah, il m'a pas reconnu visuellement vu qu'il voit rien. Mais en discutant, il a reconnu ma voix et surtout j'avais un petit siffle, j'avais un petit son pour l'appeler qui faisait voilà, donc je le fais pas dans le micro, ça va être horrible sinon. Et quand j'ai fait ce bruit-là, il a eu les oreilles genre je connais ce bruit-là. Et en fait, plus il écoutait, plus il se rapprochait avec les oreilles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous lâchait pas, alors que normalement il aurait pu vaquer à d'autres occupations. Il était tout le temps à côté de nous. Puis à un moment, je me suis approché et je l'ai caressé au niveau des plis, sous les aisselles, les plis des genoux, des cuisses. La peau est beaucoup plus sensible, ainsi que derrière les oreilles. Et ça, on ne le fait pas tous. Il faut avoir eu un contact direct avec eux. Il faut savoir qu'on ne caresse pas les animaux quand on est soigneur. Ce genre de photo, c'est très anodine parce qu'on a un contact protégé et le but, c'est pas de les apprivoiser. Il faut vraiment qu'ils gardent leurs instincts sauvages. Donc, on donne à manger, on a des systèmes de trappes, de portes et souvent, ils restent peureux. Mais on peut pratiquer avec certaines espèces ce qu'on appelle du medical training. Et le medical training, c'est des exercices quotidiens pour pouvoir les désensibiliser à certains actes médicaux, comme une prise de sang, comme une échographie. Donc c'est le seul moment où on a vraiment une interaction physique avec eux. Bon, moi avec Pyros, j'ai eu plus qu'une interaction physique, puisqu'on dormait ensemble, on prenait des bains de boue ensemble, je mangeais à côté de lui, enfin c'était... Et alors, il y a une petite particularité qui est assez touchante aussi sur le rhinocéros, c'est c'est un animal qui possède des canaux lacrymaux, donc il a des larmes, et c'est très rare chez les animaux. Et un jour, il avait eu peur, il s'était enfoncé de la paille dans le nez, et il n'y a pas de doigt, donc c'est pas évident pour lui d'enlever, il paniquait, je l'entendais, puis il est venu me voir, et je lui ai enlevé, il a posé sa grosse tête sur ma cuisse, puis là, il s'est mis à pleurer, il voulait plus bouger, il avait eu peur, hein, petit bonhomme. Bah ça c'est des journées qui changent, qui vous marquent, en fait, qui vous touchent, parce que il y a quelqu'un qui a besoin de vous, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. On peut te retrouver donc sur le stand Petit à Petit tout le week-end. Tout le week-end. Ouais. Et puis je crois que tu fais une intervention aussi. Alors là, je suis en dessous, une rencontre pro amateur pendant 2 heures, mais à partir de 17h jusqu'à 19h, je serai sur le stand Petit à Petit. À partir de 16h, pardon, jusqu'à 19h, je serai sur le stand Petit à Petit. Demain, toute la journée, je suis avec Joël Alessandra aussi, qui est un dessinateur de cette BD, chez Petit à Petit également, et je serai dimanche après-midi également. Voilà. Bravo pour Des animaux et des hommes. Merci à vous pour votre attention. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir.